est-ce que je peux entreprendre parce que le risque me stresse? Et je dis toujours, mais un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui aime le risque. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a appris ou qui est stimulé par le fait de gérer sa prise de risque. Et je pense que déjà, quand on a renversé cette perspective, on a compris que est-ce qu'on peut entreprendre sans risque? On peut entreprendre avec une prise de risque qui correspond totalement à ce qu'on est en capacité d'accepter pour soi, pour son patrimoine, pour sa famille, pour sa vie personnelle, pour son développement personnel. Et donc ça va être une suite de décisions, mais qu'on ne peut pas prendre si on n'a pas pesé chacun de ces sujets-là. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Antonella Villan, fondatrice de Ma Création d'entreprise. Antonella partage avec nous son parcours, ses échecs et ses réussites. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir comment Antonella a trouvé sa voie dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Comment elle a géré la crise de 2011 et l'épreuve douloureuse du licenciement. Les conseils de Antonella pour entreprendre en sécurité. Comment les problématiques personnelles sont intimement liées au business que peut avoir un entrepreneur. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/20, le chiffre 20. Réveille l'entrepreneur qui en toi, épisode numéro 20, action. Antonella, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui en toi? Oh waouh, quelle belle question de démarrage. Oui, je suis prête. J'ai pas mis mon parachute, mais je pense que je vais y arriver. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Antonella Villan. Antonella est une formatrice, coach et mentor auprès des entrepreneurs depuis plus de 10 ans. Elle est la fondatrice du blog macréationdentreprise.fr. Antonella, avant de parler de création d'entreprise, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ? Alors, j'ai pas envie de parler du premier business dans le sens création de boîte, clients, etc. J'ai envie de parler de la première démarche entrepreneuriale parce que je crois que c'est plutôt ça qui est fondateur. En tout cas, c'est ce qu'il faut qu'on regarde chacun au fond de nous avant de se dire est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas. C'est est-ce que j'ai l'audace de faire des choses qui ressemblent à un projet. Et un projet est souvent entrepreneurial en tant que tel. Et donc, je vais te dire avec sourire, avec humour, que mon premier projet ou business que j'ai fait, eh bien, c'était de vendre avec énergie, enthousiasme, les tickets de tombola dans une association sportive de mon père quand j'avais entre 12 et 14 ans. D'accord. Parce que l'air de rien, c'est une expérience fondatrice parce que quand t'as 12 ans, que t'es une fille, que tu te retrouves dans une association sportive avec 400 bonhommes autour qui sont des adultes forcément et que tu dois te bouger pour aller voir chaque personne et lui proposer d'acheter plusieurs tickets, etc. Ben, au départ, c'est pas facile et ça t'apprend pas mal de choses comme te présenter, expliquer pourquoi t'es là, convaincre, le jeu de séduction qui va avec, le closing, le fait de pas rester 3 quarts d'heure avec les gens qui sont lourds parce que t'en as aussi des gens qui sont lourds. Donc tout ça, c'est l'apprentissage relationnel qui est hyper important et qui est tellement important que c'est une histoire que j'ai pu déjà utiliser dans certains formats et qui est une expérience qui manque à pas mal de gens. Je me souviens d'une nana qui avait pas 30 ans et qui suivait une formation longue dans un cursus dans lequel j'intervenais une dizaine de jours. Je dis tout ça, mais il y a 10 ans, quoi. Et cette nana avait un joli projet d'ouverture de boutique de BD. Et quand on lui a demandé de faire son étude de marché, alors qu'elle avait un secteur géographique, à mon avis, extrêmement florissant, parce qu'il y avait plein de lycées, plein d'universités autour de sa zone d'implantation, elle a été totalement incapable, quoi. C'est-à-dire qu'elle sortait dans la rue et elle était incapable d'arrêter quelqu'un qui avait un profil qui pouvait correspondre à son projet. Elle était incapable dans une file d'attente où il y avait que des jeunes de s'incruster et de poser des questions. Et donc, du coup, très rapidement, elle s'est rendue compte que il fallait qu'elle abandonne parce que ça allait pas faire, quoi. Donc cette posture, je suis désolée, je suis super longue pour une première question, hein. Cette posture. Vas-y, écoute, hein. C'est un podcast, c'est fait pour ça. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. Donc je pense que au fond de soi, je rencontre plein de gens qui me disent mais moi j'ai jamais entrepris, je vais jamais m'en sortir, etc. Et je leur dis le truc tout bête. Est-ce que vous avez déjà mené un projet? Est-ce que vous avez déjà vendu un ticket de tombola? Est-ce que vous avez déjà été actif dans une association et proposé une idée? Si on a déjà ça, je crois qu'on a la graine en soi et que tout le reste on va y arriver, quoi. Bien sûr, si on s'équipe, hein. Et t'as vendu combien de tickets de
de ton boulot, au final? Oh là là, mon Dieu. Mais tu sais, j'ai fait ça 3-4 ans, à raison de une fois par semaine pendant les 3 mois d'été, donc ça se compte en milliers. Excellent. Antonella, aujourd'hui, t'es coach et formatrice en entrepreneuriat. Comment tu as eu l'idée d'en faire ton métier et comment s'est passé le démarrage? Alors, comment est venue l'idée de ce métier? En fait, quand j'étais gamine, je voulais faire soit psy. Alors, j'étais pas très arrêtée, hein, psychologue, psychiatre. Pour moi, de loin, c'était psy, quoi. Soit prof dans la compta-gestion. Et c'est très proche. Oui, pas vraiment, hein, mais bon, voilà, j'en étais là parce que j'adorais les maths et j'adorais la psy. Donc, si tu veux, il y a pas beaucoup de métiers qu'on t'offre quand dans tes cartes de l'ICEP, là, où on t'explique les différents métiers. Moi, j'avais beau faire les classeurs dans tous les sens, X fois. Voilà, fallait que je fasse un choix, quoi. Fallait toujours que je fasse un choix entre ces deux voies. Donc, en gros, on me disait d'un côté, t'as la voie de garage parce qu'il y a pas de boulot si tu vas dans les métiers psy, etc. Et puis t'as la voie sûre, où tu vas sûrement te faire chier, entre guillemets, où tu vas faire que des chiffres, etc. Mais bon, si t'es brillante, t'as l'air brillante, tu feras peut-être l'expertise comptable. Ce qui m'excitait encore moins, tu vois. Donc voilà, donc j'ai grandi avec ça, et puis finalement, j'ai pas réussi à trancher. Donc, du coup, mes études supérieures, je me suis dirigée vers une maîtrise de gestion, mais j'ai pas tranché dans le sens où ça restait... c'était pas l'expertise comptable, quoi. À un moment, j'aurais pu bifurquer, mais j'ai pas voulu, tu vois. Je suis restée en gestion avec le côté pluridisciplinaire, avec toutes les sciences du management et de l'entreprise, donc aussi les ressources humaines notamment. Puis ensuite, quand il a été le moment de clôturer les études, comme je ne pouvais toujours pas choisir et que tout m'intéressait, la seule voie qui s'ouvrait à moi, c'était le diagnostic d'entreprise, puisque ce qui me permettait d'avoir une vision à 360 sur les entreprises et pouvoir aider les entreprises sur de multiples champs, tu vois. Et puis ensuite, ça s'est très vite enchaîné, puisque j'ai eu un premier stage un peu par hasard qui s'est fait dans le côté RH, puisque j'étais dans un cabinet de recrutement et de chasse pour des profils financiers. Finalement, le jour de la remise des diplômes, donc on va dire 6 mois plus tard, je croise un copain qui me dit « Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis ce que tu fais. Il me dit « Est-ce que t'es content ?» Je lui dis « Ouais, je m'amuse bien la journée, mais c'est pas ce pourquoi j'ai fait mes études. » Du coup, le lendemain, j'ai refait mon CV. 7 jours plus tard, j'ai démissionné. D'accord. Et je suis arrivée dans le milieu de l'accompagnement à la création d'entreprise. Voilà. Et donc ça a duré quand même 3-4 ans. Et j'étais dans une grosse association, j'ai fait tous les postes, hein. J'ai démarré en bas et je suis montée de chargée de mission, accompagnement, responsable de programme pédagogique, adjoint de direction, responsable des partenariats, etc. Et puis cette histoire... Et ce métier-là t'a plu? Moi, le mot plus, c'est en dessous de la réalité. C'est le même kiffer, ce serait bien en dessous. J'étais galvanisée à ce moment-là, je travaillais comme une folle, j'apprenais tous les jours, mais une tonne de choses, à la fois au contact de mes pairs et à la fois au contact de mes clients, qui étaient donc des apprentis entrepreneurs, mais il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient des entrepreneurs qui avaient planté leur précédente boîte. Donc, ils étaient à la fois source d'apprentissage et à la fois besoin de structuration pour leur prochain projet. Donc, c'était génial. Et puis, c'était un format associatif. Je faisais partie, en fait, du réseau des boutiques de gestion, donc qui s'appelle maintenant BGE. À l'époque, c'était BG. Et donc, quand ça s'est fini, non pas parce que on n'équilibrait pas les comptes, mais parce que on avait une énorme part de nos dispositifs financiers qui étaient gérés par l'Europe, et l'Europe nous payait avec 2 ans de retard. Donc 2 ans de retard sur une boîte qui fait plus d'1 million d'euros, ça fait un sacré trou en termes de trésorerie, on n'a pas tenu le coup. Donc quand ça s'est arrêté, c'est simple, quoi. Je me suis dit moi je vais continuer. Et donc j'ai monté ma boîte. Et donc exactement le même sujet, sauf que je suis partie de ce que je connaissais et j'ai dit il faut faire mieux. Et donc du coup je suis partie de mes frustrations. Je trouvais que à la fois mes collègues et mes formateurs et moi-même, on avait une grosse part où on faisait le perroquet, donc on faisait beaucoup de répétitions. Donc pour moi, c'était un gros gâchis. Du coup, on n'avait pas forcément assez de temps avec le client, avec l'entrepreneur, pour lui parler d'autres choses et pour être dans une vraie modalité de coaching. Donc je me suis dit il n'y a pas 36 choses à inventer, hein. Il faut diminuer le temps de perroquet et avoir plus de temps d'expertise de haut vol. Donc c'est pour ça qu'est née macréationdentreprise.fr, avec l'idée de faire un accompagnement à distance avec un gros volet de formation à distance, e-learning, que l'entrepreneur suit à son rythme, à son gré. Et quand on a des rendez-vous avec un entrepreneur, on sait qu'il a déjà un socle et donc du coup on va beaucoup plus loin. Voilà. Et comment t'as décroché tes premiers clients ou tes premières prestations, on va dire? Alors mes premières prestations, je me suis très rapidement référencée à l'époque parce que ça marchait bien dans les annuaires de formation. Aujourd'hui, les annuaires, ça marche plus trop, hein. C'est plus trop un truc qui fonctionne, mais à l'époque, ça marchait bien. Ça me faisait tous les jours quelques leads, quelques prospects à contacter, et puis on en transformait un certain nombre.
Et puis j'avais également mes entrées dans certaines grandes entreprises qui faisaient de l'essaimage, donc qui accompagnaient certains de leurs salariés à partir de leur emploi parce qu'ils avaient le désir de créer leur entreprise et qui à l'époque encore acceptaient de mettre un ticket d'entrée un ticket sur la table pour les aider et pas avoir un accompagnement de basse qualité, au contraire leur offrir le meilleur, quoi. Donc du coup voilà, j'avais à la fois un petit peu d'essaimage et des prospects que je trouvais sur internet comme ça. Et dès le début, t'as créé ton blog et t'as commencé à poster du contenu? Ouais, dès le début, j'ai commencé. Alors, je n'ai plus les archives de mon premier blog, mais c'était pourri. Mais bon, c'est normal, c'était le premier. Donc, j'ai tout de suite eu mon blog. D'ailleurs, l'article qui aujourd'hui me ramène toujours le plus de contacts au quotidien, c'est quand même un des 5 premiers articles que j'ai écrit à l'époque, donc en 2007-2008, qui est l'article sur le business plan. Donc, tu vois, c'est un vrai, un vrai investissement de l'avoir écrit. Et puis, à l'époque, mon offre était un petit peu plus riche parce qu'à l'époque, j'avais pris un local, j'avais 2 salariés. Donc j'avais démarré plus gros et j'avais l'ambition de faire en plus pépinière, ce que j'ai fait pendant 2 ans, 3 ans. Mais c'est un autre marché, c'est un autre business. À un moment donné, que je t'expliquerai sûrement après, j'ai décidé de raccrocher de ça et donc du coup je me suis concentrée après plus que sur la formation et le coaching, quoi. D'accord. On peut s'intéresser maintenant si tu veux. Du coup, t'étais parti avec 2 salariés, tu pensais faire grandir ta boîte et ça s'est arrêté net. Ça s'est pas arrêté net, ça s'est arrêté 2011-2012, tu vois. Je sais pas si tu as des souvenirs ou ce que tu faisais à l'époque, mais il y a quand même eu des sacrées répercussions de la crise économique au niveau international et au niveau France. Ouais. Donc c'était vraiment d'un coup d'un seul le téléphone s'est arrêté, les demandes de contact ça s'est arrêté, les grandes entreprises elles avaient plus d'argent au quotidien, donc c'était réduit par 10. Donc d'un coup d'un seul, j'avais 2 salariés, j'avais 2 stagiaires parce que je tournais toujours en permanence avec 2 stagiaires et je me suis retrouvée dire ça va pas être possible, quoi. On va pas pouvoir continuer comme ça. Alors, c'était la première fois que j'avais à licencier en mon nom, parce que j'avais déjà licencié avant, quand j'étais agent de direction. Donc, c'est pas pareil, tu vois. Quand la première fois, faut que tu licencies, mais que c'est vraiment toi. Tu peux pas dire, on m'a dit qu'il faut que je te licencie, tu vois. C'est ta décision, quoi. Ouais. Tu peux pas te cacher. Et en plus, l'air de rien, les personnes que j'avais dans mon équipe, c'était pas de... À la fois, il y avait une amie au départ et elles étaient toutes les 2 des amies, du coup, au fur et à mesure. Ça a été difficile, mais bon, j'ai allégé totalement le bateau et c'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, je suis capable d'accompagner les entrepreneurs à entreprendre en sécurité avec, on va dire, les bonnes décisions au bon moment pour avoir un bateau, un projet qui navigue bien sur la mer, quelles que soient les intempéries. Donc, j'ai licencié toute l'équipe. Je me suis arrangée, j'ai trouvé un repreneur pour mon bail. J'ai tout ramassé dans les cartons et puis à l'époque, de toute façon, juste après, je me suis mariée, j'ai déménagé et après, je suis repartie, on va dire from scratch, c'est-à-dire toujours dans la même chose. Mon site existait toujours, etc. Toujours la formation e-learning, pareil. Sauf que j'ai dit maintenant, au lieu de vendre comme je le faisais à l'époque, 60% de formation e-learning et le reste avec des rendez-vous face-face parce que j'avais des locaux qui étaient sympas à Lyon. Je dis maintenant, il faut que ce soit 100% du distanciel. Voilà, donc du coup le virage a été pris avec un énorme volet à nouveau de reformation, beaucoup de formations américaines pour être dans l'air du temps et partir et être en avance et prendre les bons virages qui s'imposaient, quoi. D'accord. Antonella, l'un des thèmes sur lequel tu aides les entrepreneurs, c'est d'entreprendre en sécurité ou sans risque, ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est réellement possible d'entreprendre sans prendre de risque? Alors déjà, il y a une question qui est intéressante et qui va bien avec l'autre question qu'on me pose souvent, qui est est-ce que je peux entreprendre parce que le risque me stresse, tu vois? Et je dis toujours, mais un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui aime le risque. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a appris ou qui est stimulé par le fait de gérer sa prise de risque. Et je pense que déjà, quand on a renversé cette perspective, on a compris que est-ce qu'on peut entreprendre sans risque? On peut entreprendre avec une prise de risque qui correspond totalement à ce qu'on est en capacité d'accepter pour soi, pour son patrimoine, pour sa famille, pour sa vie personnelle, pour son développement personnel. Et donc ça va être une suite de décisions, mais qu'on ne peut pas prendre si on n'a pas pesé chacun de ces sujets-là, si on n'a pas été éclairé sur chacun de ces sujets-là. Et tu vas avoir beaucoup de gens qui vont se dire, moi j'entreprends, j'ai pas le choix, faut que je fasse une reprise, faut que je fasse une franchise parce que j'y connais rien, qui se retrouvent avec des projets sur lesquels ils hypothèquent leur maison, ils en ont pas suffisamment parlé avec leur conjoint et du coup c'est la catastrophe et 3 ans plus tard on a le dépôt de bilan et le divorce. Donc c'est totalement évitable si on prend les choses dans l'ordre, qu'on commence par donner de
de l'éclairage à l'entrepreneur pour qu'il ait une vraie vision d'ensemble. Ensuite, qu'on l'amène avec une série de questionnements internes à se positionner sur chacune des décisions clés en termes de prise de risque pour, du coup, décider du bon format de son projet d'entreprise. Et le format, ça veut pas dire local ou pas local, quoi. Ce serait un petit peu réducteur, tu vois. Le format, il y a beaucoup de choses. Il y a l'équipe, il y a le business model, il y a l'envergure, l'ambition que je veux me donner derrière. Et du coup, derrière, aussi toutes les décisions qui vont en découler. Donc oui, je pense honnêtement, sinon je ne l'aurais pas appelé mon MBA Entreprendre en sécurité. Et son premier petit nom à ce MBA Entrepreneur, c'était Entreprendre sans risque, en 2008. Eh bien, je ne l'aurais pas appelé comme ça si je ne pensais pas véritablement pouvoir être en capacité d'accompagner mes clients des entrepreneurs, et pour 2/3 des néo-entrepreneurs et pour 1/3 des entrepreneurs qui ont déjà entrepris et qui veulent passer une vitesse supérieure, à entreprendre réellement avec une prise de risque totalement maîtrisée, quoi. C'est-à-dire, on sait où on met les pieds, on sait ce qu'on met en jeu et on avance dans cette direction. Quelles sont justement les étapes clés justement pour y arriver? Pour arriver à entreprendre sans risque? Oui. Peut-être que tu peux nous en dire 2 ou 3 sur le programme. Tu sais, la première étape clé, elle est même pas. Première invitation, tu sais quoi, il faut aller voir ma conférence, les 6 étapes clés pour entreprendre en sécurité. Ça dure 45 minutes et je vais pas te refaire dans ce podcast les 6 étapes clés, c'est dommage, c'est accessible directement sur le site. Tu vas sur le site, tu vas voir, il y a des petits boutons un peu partout, conférence. On mettra un lien. Voilà. Donc les 6 étapes clés où je vais t'apprendre ce qu'il faut vraiment mesurer. Mais pour faire court et comme pour apporter une réponse qui nourrisse et qui est claire, c'est quand tu pars en voyage, quand tu pars sur un bateau, généralement tu prends une carte et une boussole. Et quand tu entreprends, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour entreprendre en sécurité, la première des choses, c'est de faire en sorte de récupérer la carte et de s'équiper d'une boussole que tu sais lire. Et donc ça veut dire à la fois que l'entrepreneur doit faire un effort pour sortir de son cocon et aller chercher les bonnes ressources aux bons endroits. Chez moi ou ailleurs, le sujet il est pas là, il y a plein d'endroits et donc il faut que l'entrepreneur soit dans cette démarche-là. Et ensuite, il faut aussi qu'il ait suffisamment d'humilité pour se poser des bonnes questions et se dire est-ce que là-dessus je suis bon, est-ce que là-dessus je suis pas bon. Ça, c'est le deuxième pan. Donc, ça veut dire accepter de prendre le temps de grandir sur tous les sujets où on n'est pas suffisamment bon. Arrêter de se raconter des histoires et de se dire non, mais c'est bon, ça, j'externalise. Le problème, c'est que tu peux pas entreprendre aujourd'hui et dire j'externalise si tu maîtrises rien du sujet que t'externalises. Si tu dis, je monte une start-up du web, tu connais rien à Internet et que tu dis c'est pas grave, je vais prendre un développeur pour faire mon site Internet, t'as rien compris. Parce que tu peux pas sous-traiter et manager quelqu'un si tu maîtrises pas au moins la vision d'ensemble du sujet, quoi. Tu peux ne pas maîtriser la technique, mais il faut que tu maîtrises ton sujet quand même. Donc ça veut dire, deuxième point, une fois que tu as ta carte et ta boussole, c'est tu fais une introspection sur toi et tu te formes sur les sujets qui sont nécessaires. Ça, si tu n'as pas cette humilité-là et si tu prends pas ce temps-là, parce que tu crois que t'es pressé, à la fin, tu vas voir que tu auras beaucoup de temps parce que tu vas planter ta boîte, donc du coup, tu auras du temps pour recommencer. Et puis, la troisième chose, c'est la posture psychologique, parce que entreprendre, c'est avant tout une initiation et tu vas vraiment changer de peau quand t'entreprends. Toi-même, tu le sais, à chaque fois que tu entreprends, tu grandis. La vie d'un entrepreneur, c'est tous les jours les montagnes russes. Donc tous les jours, t'as des hauts, t'as des bas, et tu apprends énormément. Et il faut arriver à en extraire un maximum de jus. Et il faut commencer avant d'avoir entrepris à prendre cette posture qui te permet d'avoir du recul sur ce que tu fais, sur ce que tu vis, pour comprendre et pour apprendre plus vite. C'est-à-dire, je vais pas dire un gros mot, quoi, mais c'est une méta-posture pour être en capacité d'apprendre très rapidement de tes premières erreurs, quoi, pour faire simple. D'accord. J'ai l'impression que ton coaching, c'est pas juste du coaching entrepreneuriat, mais tu aides les gens à se remettre en question aussi, non? Énormément. Comme je te l'ai dit, ma volonté c'était de faire psy et de faire de la gestion. Et aujourd'hui, je m'éclate dans ce métier-là parce que de toute façon, il y a rarement des questions, on va dire de technique ou de business pur, qui ne t'amènent pas à soulever des problématiques personnelles de coaching. J'ai envie de te dire, quand un entrepreneur te dit j'ai pas de clients, bien évidemment, souvent il va y avoir un problème parce que son offre elle est pas suffisamment sexy, parce que son site internet il est pas suffisamment efficient pour capturer des prospects et derrière les transformer en clients. Ou que sa démarche commerciale, ses entretiens, quand tu fais un faux entretien avec lui, tu te rends compte que ça marche pas du tout, qu'il a pas la technique. Il peut y avoir ça. Mais il y a souvent aussi, évidemment, un problème de confiance en soi ou des croyances limitantes. Et donc, pas mal de choses à les titiller, nettoyer pour faire passer la personne à une autre version d'elle-même, quoi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu proposes à tes prospects ou à tes leads? Quel type d'accompagnement tu proposes? Est-ce que c'est du full en ligne avec des formations ou est-ce que c'est moitié coaching, moitié formation? Qu'est-ce qui est le plus efficace selon toi? Il y a ce que je propose et il y a ce qui est le plus efficace. C'est déjà 2 questions du coup.
Oui, je cache des questions dans mes questions. Je cache des questions dans tes questions. Ce que je propose plein de choses. D'ailleurs, j'ai une page qui s'appelle formation, hein. Mais on va dire j'ai 3 entrées principales. La première entrée, c'est une formation accompagnement très courte, on va dire c'est 21 heures à peu près, pour définir le bon projet pour soi. Donc un projet, une idée de business, une idée de projet professionnel qui soit à la fois réaliste, excitante et sur mesure. C'est vraiment les 3 mots-clés qui collent. Donc, réaliste par rapport au marché du jour et par rapport à nos contraintes aussi personnelles, structurelles, économiques, familiales, organisationnelles. Excitante parce que s'il n'y a pas d'excitation, s'il n'y a pas de plaisir dans le business et dans l'entrepreneuriat, de toute façon, ça tient pas la durée. Hein. C'est quand même pas facile d'entreprendre, donc il faut qu'il y ait de plaisir. Et puis réaliste, excitante et sur mesure. Je crois que j'ai déjà dit. En fait, j'ai dû te ramasser tous les sujets en 2 phrases. Donc ça, c'est la première entrée. Ensuite, donc ça, c'est une formation totalement en ligne. Et à la fin, il y a un débriefing. Donc en fait, l'entrepreneur va passer à travers 7 étapes, 7 gros filtres, 7 tamis qu'il va faire en autonomie. Et à la fin, on va débriefer ensemble à partir de ces travaux qu'il va me remettre en intégralité. D'accord, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu revois le travail et tu donnes ton avis dessus, quoi. Oui, alors en fait, plus que ça, c'est-à-dire que la dernière étape, c'est une étape où j'amène l'entrepreneur ou le futur entrepreneur à assembler, on va dire, les 6 étapes précédentes pour essayer d'accoucher de 1, 2, 3 pistes. Alors la plupart des entrepreneurs vont accoucher de 1, 2, 3 pistes. J'ai eu une fois une dame qui m'a accouché de 33 pistes. Ah oui. J'étais bien mal, du coup derrière on a dit va quand même falloir qu'on recentre les choses. Donc oui, donc la technique marche. Après des fois pour certaines personnes c'est trop compliqué l'assemblage et donc du coup moi c'est moi qui vais faire l'assemblage, mais la plupart du temps les gens arrivent à assembler. Et donc voilà, donc il y a à la fois la revue des travaux parce que je vais consulter l'intégralité de tout ce qui a été fait dans chacune de ces étapes pour vraiment connaître les gens, pas rester sur la surface, et puis aider l'entrepreneur à formuler quelque chose qui corresponde vraiment à qui il est et à ce qu'il peut faire aujourd'hui dans la situation qui est la sienne. Avec une vision aussi moyen long terme. C'est-à-dire qu'on est parfois amené entre les rêves et la réalité à faire des projets à tiroir, si tu veux. Avec, par exemple, la première étape, c'est ça du projet, avec l'ambition à 3 ans, à 5 ans, d'aller sur la deuxième étape. Mais la deuxième étape, on sait qu'on peut pas la faire aujourd'hui, soit pour un manque de crédibilité, d'expérience ou d'argent. Et donc, du coup, on monte des projets à 2 marches, à 2 marches d'escalier. D'accord. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon MBA entrepreneur, entreprendre en sécurité, donc qui est à la fois, comme tu le disais, tu vois, tu me demandais est-ce que c'est une formation en ligne ou est-ce que c'est du coaching. Donc le MBA entrepreneur, c'est une formation en ligne 100% en autonomie. Alors, j'ai de l'interaction quand même avec tous mes clients parce que sous chacun de mes podcasts, on peut réagir, on peut mettre des commentaires et je modère tous les commentaires. Donc, tous les jours, je passe beaucoup de temps à échanger avec mes clients et à apporter de l'eau au moulin de chacun. Donc ça, c'est la partie totalement en autonomie. La plupart de mes clients j'ai une bonne moitié de mes clients qui sont quand même aussi salariés, donc ils vont la faire sur 6 mois, cette formation, tu vois, un rythme en gros de 1 heure par jour maximum, parfois une demi-heure, d'autres plus. Et puis d'autres qui sont à temps plein, donc ils vont la faire sur une durée un peu plus courte. Et ce MBA entrepreneur, il est adossé à une option qui s'appelle entreprendre en sécurité et donc qui est une option de coaching où intervient bien évidemment moi et mon équipe de coach experts. Et puis sur le même modèle, j'ai une autre formation qui a démarré en fin 2018 que je préparais aux petits oignons depuis un certain temps. Elle est récente celle-là. Ouais, elle est toute récente, c'est Start Me Up et donc ça c'est une formation, pour moi c'est un prolongement si tu veux de mon module 3 de mon MBA. Mon module 3 du MBA c'est le marketing et le web marketing et la vente et le commercial. Et donc Start Me Up c'est une formation qui est dédiée à comment développer son activité, son business grâce à Internet, avec une déclinaison pour des projets, on va dire classiques, c'est-à-dire que tu aies aujourd'hui un projet, je sais pas moi, que tu ouvres une boutique de je sais pas trop quoi, ou que tu sois menuisier et que tu as un local chez toi ou autre, peu importe, ou que tu sois devant du conseil, du coaching, voilà. Ou deuxième déclinaison, que tu as un projet 100% web avec une activité marchande où tu vends des choses en ligne. Donc là, le Start Me Up, il y a les 2 déclinaisons, version e-marchand et version classique. Donc là, vraiment, on est à fond sur à la fois comment je crée ou je redéveloppe ou j'améliore mon site internet, comment je choisis les bons réseaux sociaux, comment je les utilise à bon escient, comment je fais pour avoir une stratégie de contenu efficace qui me prenne pas tout mon temps, comment je fais pour revoir mon business model et être sûr que ça fonctionne, comment j'automatise tout ça, comment j'utilise les bons vecteurs de psychologie pour améliorer mon taux de transformation, comment je fais de la publicité qui a un vrai retour sur investissement, etc., etc. Ok, excellent. Tonella, à un certain moment, tu disais que tu as dû réduire ton équipe. Là, j'ai l'impression que ça repart, que l'équipe s'agrandit. Tu as dit que tu as des coachs qui accompagnent tes élèves, etc. Oui.
C'est vrai. On est aujourd'hui une petite équipe d'une dizaine de personnes, l'air de rien. Alors pas tous à temps plein, mais entre l'équipe dirigeante, l'assistante qui fait la partie administrative compta, une équipe assistance, référencement naturel, création de contenu, de l'informatique, le service téléphonique, les coachs experts. Voilà, on est une dizaine. Donc du coup c'est bien, mais il faut encore structurer parce qu'aujourd'hui on est pas mal d'entre nous à être, on va dire, au taquet. Donc il faut qu'on structure encore plus et qu'on renforce l'équipe. Et ça fera partie des prochains objectifs 2019-2020. Ok. Antonella, quel est le meilleur canal marketing que tu utilises pour faire croître ton business? Clairement, si je te disais le bouche à oreille ou les flyers sur les voitures, je pense que tu ne me croirais pas. Donc c'est Internet évidemment, et dans Internet, j'ai à la fois le fait que j'ai un référencement naturel qui est bon parce que j'ai une énorme base de contenu, d'articles. J'ai pratiquement 300 articles sur le blog, dont pratiquement un tiers sont des articles de plus de 10 000 mots. Donc pour que tu te rendes compte, c'est des dossiers de 40 pages en fait. Donc il y a énormément de contenu gratuit qui offre un très bon référencement naturel. Et puis j'ai aussi évidemment Facebook pour le partage, la visibilité, et puis la publicité sur Google sur quelques mots-clés bien ciblés. C'est les meilleurs canaux pour moi. Après, je suis présente aussi sur LinkedIn. Je suis présente là où il faut être présente, mais c'est voilà, les 3 meilleurs créneaux, c'est mon référencement naturel évidemment, et puis Facebook et Google. Ok. Antonella, où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ton business en termes de chiffres? En termes de chiffres, des choses qui te parlent, je pourrais te dire que j'ai tous les jours un peu plus de 100 personnes qui décident de commencer à suivre au moins nos parcours gratuits. Donc tous les jours des nouvelles personnes qui s'inscrivent pour entrer soit dans un guide gratuit spécifique, mais il y a très peu de personnes chez moi qui arrivent et qui suivent qu'un seul guide. La plupart des personnes qui arrivent sur mon site, quand elles sont convaincues parce qu'elles ont lu quelques articles, elles vont aller sur beaucoup de guides. Si tu veux, je dois avoir 8 ou 9 guides qui sont visibles quand on arrive sur le blog, qui sont gratuits, donc à la fois un guide PDF avec une vidéo ou plusieurs vidéos. Et puis quand on est membre, quand on s'est inscrit, quand on a fait la démarche, on a accès en plus à d'autres guides, donc ça doit faire pratiquement une vingtaine. Donc il y a plus de 60 heures de formation qui sont offertes sur le site, tu vois, en termes de chiffres, si ça peut te donner une idée, ce qui représente énormément. Plus de 100 personnes par jour qui décident de s'inscrire dans des parcours gratuits, plusieurs dizaines qui prennent tous les mois des parcours payants. Voilà, à peu près 300 articles de fond sur le site, plus de 4000 commentaires à ce jour sur le site, mais ça bouge tous les jours, parce que tous les jours j'ai des interactions sur les articles. Puis voilà, une équipe de 10. Donc D'accord, excellent. Quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de ton business? Tu sais, j'ai un vilain défaut. Dis-nous tout. Ouais, j'ai un gros défaut. C'est que je suis toujours happée par l'étape d'après. Je suis toujours excitée par le projet d'après. Ce qui est un gros défaut. D'accord. Parce que... Tu vas tout arrêter, tu vas partir sur autre chose, c'est ça? Non, parce que si tu veux, moi, des projets à l'intérieur de ma création d'entreprise, tous les jours, je t'en trouve 10. Donc non, la problématique, c'est un petit peu, tu vois, se calmer. Donc la prochaine étape, calmer Antonella Vilan. Et tellement bien la calmer qu'elle va prendre un petit peu du temps pour structurer encore mieux toute notre documentation interne pour pouvoir renforcer encore l'équipe. Parce que quand tu recrutes, quand t'as pas un wiki interne qui est suffisamment solide et qu'il faut que tu passes du temps à expliquer des choses où tu commences à faire le perroquet, tu sais comment je déteste faire le perroquet, ça commence à être compliqué. Et comme quand tu veux recruter plusieurs personnes en même temps, là tout ça en distanciel, parce que nous on est nombreux, mais il y a personne qui travaille dans le même bureau, quoi. On est tous éclatés. Il faut quand même être très très bien structuré. Donc voilà, la prochaine étape, c'est structurer encore plus pour être vraiment capable de passer et de renforcer l'équipe. Ensuite, l'étape d'après, c'est te calmer Antonella. Surtout, tu lances pas encore un nouveau programme avant d'avoir pris le temps de vraiment faire connaître ton dernier programme Start Me Up. Tu l'as lancé fin 2018, donc faut que tu te donnes l'année là pour le faire connaître, pour tisser, on va dire, tout l'écosystème autour et que les gens le connaissent. Voilà. Et puis après, si je t'ouvre mon cartable, ma boîte au trésor, des projets, il y en a plein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le cœur et la tête me donnent envie d'avoir des prochains projets où je vais être sur comment faire pour aider encore plus d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs à faire des projets qui ont encore plus de sens. Donc c'est vraiment moi cette thématique-là qui m'intéresse. J'aime pas les projets qui sont juste là pour faire de l'argent. Bien sûr qu'il faut vivre, mais moi ce que je veux, c'est des projets qui font du sens pour tout le monde, pour l'entrepreneur et pour la société. Donc j'ai envie d'aider les gens à mieux collaborer entre eux,
J'ai envie, tu vois, dans le monde qui est le monde qu'on connaît aujourd'hui, où on va avoir une crise énergétique sans précédent, qui va de toute façon rebattre les cartes, rebattre la manière de vivre, rebattre les profils des emplois, recréer forcément du lien dans les communautés à échelon plus local. Il va y avoir beaucoup de choses à réinventer qu'on a perdu ce dernier siècle. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire et j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice dans cet écosystème-là. Ça reste un peu vague pour l'instant, mais ça se précisera. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Antonella, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneuse et comment tu as fait pour rebondir? Bon, là, on en a parlé. Le pire moment, ça a été la crise 2011-2012. Plus de contact, plus de téléphone qui sonne, le loyer qu'il faut continuer de payer, 30 000 euros par an, les salariés qu'il faut payer à la fin du mois. Et donc là, la grosse crise. Comment j'ai fait? J'ai fait comme tout le monde, mal. C'est-à-dire que j'ai mis 3 mois pour me décider alors que j'aurais dû me décider le premier mois. Du coup, forcément, il a fallu que je prenne dans mes réserves pour tenir le coup parce que moi, j'ai pas pu me payer du tout de l'année 2012. Et comment j'ai fait? Une fois que j'ai réussi à prendre cette décision en 3 mois, d'alléger le bateau, de supprimer le local et d'aider mes salariés à rebondir ailleurs, parce qu'à la fois je les ai licenciés et à la fois je les ai accompagnés à se repositionner. Et après, j'ai pris un bon temps d'introspection pour savoir vraiment ce que je voulais faire. Est-ce que je continuais dans ce métier-là ou est-ce que je faisais autre chose? Une fois que la décision a été prise, je me suis dit qu'est-ce qu'on apprend de cette première phase? J'ai appris que j'avais vraiment quand même beaucoup collé, on va dire à 50% ma première boîte sur ce que je connaissais de la boîte qui m'employait juste avant. Si tu veux, donc il y avait 50%, on va dire, de mon business qui était vraiment comme ce que je connaissais en tant que salarié avant. Et il fallait que je me décolle complètement de cette image-là et que je prenne un train d'avance. Donc du coup, après, on nourrit l'esprit, on s'ouvre, on regarde comment ça se passe dans d'autres cultures, on regarde de l'autre côté de l'Atlantique et puis on prend le meilleur partout de par le monde et on s'organise pour relancer, pour repartir de bonne humeur et le plus rapidement possible. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Alors mon plus beau moment, il y en a plein des plus beaux moments. Heureusement, si tu entreprends et que t'as pas plein de bons moments, c'est qu'il faut pas entreprendre. Non, le plus beau moment, je crois quand même que c'est un matin de décembre ou de novembre, je sais plus. Enfin bref, un matin où il faisait froid, ça c'est sûr. Et je me suis levée et j'ai consulté mes emails, comme tous les matins, comme toute entrepreneuse du web. Et qu'est-ce qui s'était passé dans la nuit? J'avais eu ma première vente avec un prospect qui m'avait acheté la première version refondue de mon MBA entrepreneur 100% en ligne avec absolument aucun rendez-vous en physique. Un prospect qui m'avait même pas parlé par email, qui m'avait pas posé de questions, qui s'était inscrit comme ça. Tout seul. Tout seul comme un grand pendant que je dormais. Et donc c'était quelques mois après à la fois la prise de décision, la refonte, la réorganisation et la mise en ligne, on va dire des nouveaux supports de vente, parce que quand tu passes d'un business où à l'époque je vendais avant avec donc des rendez-vous téléphoniques, je faisais une proposition, les gens avaient la proposition, derrière il y avait du rappel, enfin la vente classique quoi. Et là on était sur une modalité de vente où j'expliquais tout en ligne et donc les gens suivaient les parcours gratuits et passaient sur l'information pour les parcours payants et pouvaient décider et acheter eux-mêmes comme on achète sur Amazon quoi. Et donc là une fois que j'ai eu finalisé donc toute cette refonte et que le premier client est arrivé dans le mois qui a suivi, je pense que j'ai versé une petite larme parce que il y a un moment, surtout à l'époque, tu t'imagines, t'es en 2012-2013, c'est un peu encore un fantasme, quoi. Tu vois, la vente en ligne de produits totalement de formation et d'information, sans être dans mais est-ce qu'il y a une dispositif de prise en charge? Est-ce que mon employeur va pouvoir me le payer? Tu vois, parce que ça existe toujours. Aujourd'hui, on a un tiers de nos clients qui utilisent leur CPF, leur droit à la formation. Et tu leur permets de faire ça? Ça soit ton programme? Je leur permets de faire ça. Je suis un organisme de formation déclaré, reconnu Datadoc. On remplit toutes les certifications nécessaires, etc. Mais voilà, à l'époque, la première vente en automatique, c'est un petit peu surréaliste. On a beau te dire, oui, ça se fait à l'extérieur, tu vois, de la France. En France, il y en a quelques-uns qui le font, mais j'aimais pas trop la manière dont ils le faisaient, où je trouvais que le marketing était trop agressif. Donc moi, j'avais pris un marketing moins agressif, bien que punchy. Et donc là, voilà, donc ça te dit, ouais, c'est bon, je suis sur la bonne voie, ça peut marcher, donc faut y aller, quoi. D'accord. Qu'est-ce que t'appelles un marketing punchy?
Marketing punchy, c'est quand même un marketing qui te pose des questions qui gratouillent un petit peu, quoi. D'accord. Parce que c'est-à-dire, si je te dis simplement, faut bien se mettre dans la posture du primo-entrepreneur, la personne qui n'a jamais entrepris, qui se dit qu'aujourd'hui elle est super frustrée par sa vie actuelle. Pour autant, est-ce que je vais entreprendre un jour? Oui, j'ai envie. Comment je fais? J'ai des gens qui arrivent et qui me disent ça fait 3 ans que je me prépare. Bah non, ça fait pas 3 ans que tu te prépares. Ça fait 3 ans que tu te prépares éventuellement. Tu réfléchis au sujet, mais t'es pas dans la vraie préparation parce que t'as pas fait des apprentissages, t'as pas eu des lectures nourrissantes. T'as écouté le podcast que t'es en train d'écouter là, tu vois. Donc du coup, il y a un moment donné, il va falloir quand même réussir à impulser la décision à ces personnes de dire bon allez, de toute façon que j'entreprenne ou que j'entreprenne pas, il faut que je grandisse. Et pour grandir, j'ai besoin de ce programme de formation et je sais que à la fin de ce programme de formation, soit je vais me lancer dans le projet que j'ai en tête, soit j'ai un autre projet qui va démarrer, soit de toute façon, j'aurai tellement changé de peau que je vais tout casser sur le marché de l'emploi, quoi. D'accord. Antonella, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes. Alors, c'est l'heure consensuelle où normalement tout le monde te dit eh bien forcément la semaine de 4 heures de Tim Ferriss ou réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Les 7 habitudes de Stephen Covey. Alors, je les ai tous lus, hein. Je les trouve tous passionnants, hein. Faut pas déconner, hein. Ils sont tous fantastiques. J'avais envie un petit peu de changer la donne. Du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, de toute façon, il va forcément me poser une question des bouquins. Donc, j'ai regardé tout ça. Qu'est-ce que j'ai dans mes tablettes? Alors, j'en ai pris plein. J'ai un mal fou à te dire le livre que je recommande. Moi, je suis pas une fille comme ça avec le truc, quoi, hein. J'ai plein de recommandations. Ça dépend de ton besoin. Alors, je vais te recommander plein de livres. J'ai un livre qui est absolument génial. Si tu as envie de comprendre l'évolution du monde, l'évolution des relations interpersonnelles. Et l'air de rien, les relations interpersonnelles, c'est ce qui fait qu'il y a du business, hein, parce que s'il n'y a pas des relations entre les gens, il n'y a pas des gens qui achètent. Le phénomène de la réputation, de la irréputation. Si tu veux vraiment être à l'ère du 21e siècle, tu as besoin du livre qui s'appelle L'effet Whoopi. C'est clair, c'est net, ça change ta vision du monde et ça t'apprend à vraiment comprendre que tu dois donner pour recevoir, quel que soit le business dans lequel tu vas te lancer. Ça, c'est vraiment génial. Après, si tu me demandes des livres plus personnels, on va dire plus sur le développement personnel, parce que l'entrepreneuriat, comme je te l'ai dit, c'est une initiation et il y a aussi quand même un gros paquet de choses à nettoyer sur le plan personnel pour être un bon entrepreneur qui a pas trop de croyances limitantes, etc. Il y a des petits livres qui sont très sympas, qui sont des formats poche et qui éclairent beaucoup les gens, notamment un qui s'appelle La part d'ombre du chercheur de lumière de Debbie Ford. Donc c'est une petite pépite qui va vraiment t'aider à te débarrasser d'un certain nombre de croyances limitantes sur toi-même. Donc j'aime beaucoup. En version plus légère, moins confrontante et plus poétique, tu as La musique des anges de Catherine Ben Saïd. C'est un petit peu la même idée, mais voilà, c'est moins corrosif. Et puis pour les femmes, alors là, c'est un livre un petit peu plus difficile à lire. Alors, moi personnellement, l'introduction, en fait, la première fois que je l'ai lu, j'ai pas tenu le coup. J'ai fermé le bouquin, je l'ai posé pendant 2 ans. Puis après, je suis revenue. La seconde fois, j'ai dit bon, je lis pas l'introduction parce que ça m'a trop cassé. Je passe au livre. Donc voilà. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez bien que les choses avancent, passez directement au chapitre 1. C'est les femmes qui courent avec les loups. Et alors ça, c'est une merveille de développement personnel à destination des femmes pour révéler vraiment la femme qui est en vous, libérer toute la puissance de la femme qui est en vous. En fait, c'est toute une série de contes légendaires qu'on connaît tous, hein. Toi, moi, il y a plein de contes qu'on connaît déjà, d'autres qu'on connaît pas, qu'on découvre, qui sont réexpliqués, décortiqués sous l'angle psychologique, anthropologique, et qui t'amènent en fait à découvrir à l'intérieur de toi les différentes facettes de ta personnalité et à te poser des questions. Une jolie pépite, Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Je sais pas si je dis bien son nom, mais je mettrai les liens. Ouais. C'est tout? Si, un autre livre que j'ai adoré cette année, c'est le Membership Economy. Mais je crois pas qu'il existe en français. Mais voilà, c'est le principe de la nouvelle économie des communautés. De ce qu'on parlait juste avant, hein, sur le fait de dire voilà, le monde va changer et les communautés vont reprendre une importance vraiment phénoménale comme on avait il y a quelques siècles. Et ce nouveau monde, lui, il est quand même technologique, hein. Qu'est-ce qu'il faut en déduire et comprendre pour avancer dans ce nouveau monde? Voilà, après, je sais pas, je peux te dire le prochain livre que je vais lire si tu veux, mais je l'ai pas encore lu, mais il est sur ma table de chevet. Vas-y. Le héros aux 1001 visages de José Campbell. Et ça, c'est un pavé de 500 pages. C'est justement l'explication de tout ce qu'on appelle le storytelling, donc c'est-à-dire la manière de raconter des histoires. Et donc ça t'explique en fait les principes fondamentaux quand tu racontes une histoire. Et moi qui aimerais bien faire conteuse aussi, tu vois, j'aimerais bien faire des contes pour les entrepreneurs parce que je trouve que c'est un format qui est très sympa. Et je me suis dit, faut que tu lises ça et puis comme ça tu vas laisser tout ça germer dans ta tête et on verra s'il pousse quelque chose. Excellent. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? J'aime pas ça.
J'aime pas cette question. Si t'en as pas, tu dis j'en ai pas. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que, je pourrais te dire, il y a plein de gens qui sont hyper inspirants. Hein. Je veux dire, une carrière comme Steve Jobs, c'est hyper inspirant. Il y a plein de gens qui sont fantastiques. Mais à la fois, pourquoi j'aime pas ça? Parce que j'en ai un petit peu marre de regarder, de scruter, de voir la vie des autres, un petit peu comme j'appelle ça, à la mode Facebook. Tu vois, à la mode Facebook, ça veut dire pour moi tout est beau, tout est fantastique dans le meilleur des mondes. Tu vois. Et où tu te retrouves à voir des vidéos de gens qui se disent fantastiques, qui te vendent monts et merveilles, qui ont une fausse humilité, qui crèvent les yeux. Enfin bref, tu vois, donc il y a à la fois j'ai un petit peu ce rejet du côté regarder à la fois les grands entrepreneurs qui m'inspirent, sont des grands entrepreneurs, donc il faut prendre de la distance, quoi. Tu vois, moi j'ai une boîte, c'est pas Steve Jobs, quoi. Hein, donc il faut prendre de la distance entre les différents. Faut pas regarder les licornes comme si on était dedans, quoi. Faut prendre ce qui nous intéresse. Et du coup, moi je trouve que ce qui me nourrit le plus, c'est plutôt les films, tu vois. Des films inspirants, des films qui t'ouvrent les yeux, des films qui te font réfléchir, des films historiques, des films qui bousculent. Donc ça, ouais, je trouve que à la fois ça correspond plus à mon format parce que tu vois, si tous les jours je me dis voilà, je vais aller lire des trucs sur les gens dont je suis fan, j'ai l'impression que je suis encore en train de me diluer et de me faire aspirer par l'univers Facebook, l'univers du web. Et j'ai un métier où je suis déjà 100% sur le web et c'est très difficile de faire la barrière entre sa vie personnelle et Internet qui t'envahit, tu vois. Donc il y a des moments où j'ai besoin de raccrocher, j'ai besoin d'être hors ligne, tu vois. Et donc du coup, j'aime pas trop aller sur ces formats-là où tu surfes, tu cliques de lien en lien. Et du coup, le film, c'est bien parce que ça me met sous cloche pendant, tu vois, 1 heure ou 2 heures. Et c'est un format où tu vas repartir avec 1-2 idées, quoi. Donc après, des films, voilà, si tu veux que je t'en donne quelques-uns, j'en ai plein. On va changer la question alors. Les films dont t'es fan? Il y en a tellement. On pourrait parler du Parrain, hein, mais bon là, il y a 5 tomes ou 6 tomes, ça fait trop. Après, il y a des films, je sais pas, Invictus, tu vois, qui te donnent de la force, Le Stratège, un truc de sport qui est fantastique. On peut rigoler, mais on peut apprendre des choses avec la vérité. Si je mens sur le business aussi. Oui. Il y a un film fantastique aussi, Time Out. Je sais pas si tu l'as vu. Time Out où l'argent n'existe plus, c'est la denrée, c'est le temps. Ça me dit quelque chose. Et si tu oses prendre une seconde lecture, tu vois, un second niveau de lecture, tu vas vraiment grandir. Je te donnerai un lien parce que tu vas pas pouvoir le voir toi sur mon site, mais j'ai un petit cadeau qui s'appelle une sélection de films pour entrepreneurs où je fais à chaque fois un petit paragraphe sur ce sur quoi tu vois il faut essayer de tilter quand tu regardes le film. Et voilà, donc j'en recommande une petite quinzaine. Excellent. Ton outil en ligne préféré? Là, sans commune mesure, sans hésitation, Trello. Ah oui, pour organiser ton équipe? Ouais, Trello pour organiser l'équipe, c'est vraiment ça fonctionne super bien pour m'organiser moi parce que c'est intégré avec tout quoi. C'est-à-dire que moi par exemple au niveau des emails, je travaille avec un outil qui s'appelle FrontApp qui est un gestionnaire d'emails mais collaboratif. Donc où tu peux aussi discuter en interne sans avoir besoin de t'envoyer des emails dans l'équipe. Donc ça c'est intéressant, tu vois, c'est un système de chat intégré mais qui se raccroche à des conversations et Trello est intégré à tout ça, donc ça te permet aussi de créer des tâches automatiquement avec Trello. C'est à géométrie variable, ça marche bien sur mobile, ça marche bien sur tablette. Moi, je travaille énormément sur téléphone parce que il y a des moments où j'ai plus envie de travailler sur PC parce que quand je travaille sur PC, je sais que je travaille, tu vois. Quand je travaille sur téléphone, j'ai l'impression que je travaille pas. Oui, mais c'est dangereux, ça. Oui, c'est dangereux, mais ça permet aussi de faire d'autres choses plus cool où t'es juste, l'organisation, j'aime bien faire ça sur téléphone. Et Trello, c'est fantastique. Et pour bien démarrer ta semaine ou pour bien finir ta semaine, un petit coup sur Trello pour y voir clair, c'est génial. Ça met en forme. Parfait. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Mon premier conseil, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, je pense, quand on disait les 3 choses importantes. Avoir de la vision, donc avoir la vision sur ce qui t'attend. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, connaître les étapes clés pour entreprendre en sécurité. Donc avoir la carte et la boussole, donc récupérer ça, et puis ensuite prendre son temps. Pour résumer, parce qu'après je t'avais dit avoir de l'humilité, savoir sur quoi il faut se former, ou d'autres choses. Je pense que en fait premièrement c'est obtenir la carte et la boussole pour savoir où tu vas, à travers quoi tu vas passer, pour pas sous-estimer. Il y a trop de gens qui démarrent en 3 mois et ils ont rien capté. Moi je reçois des commentaires de gens qui me disent voilà, on m'a proposé le dernier cas qui était génial, hein. Je le cite quasiment de tête, pratiquement entre guillemets, tu vois. La personne me dit, je vais m'inscrire pour faire agent immobilier auprès d'une agence, mais je lui ferai des factures et comment elle me dit ça? Comment est-ce qu'il faut pour que j'optimise mes droits pour le chômage? Est-ce que je peux démarrer ce nouveau poste salarié avant de m'être inscrit déjà au chômage?
Donc en fait, la personne, elle capte même pas qu'elle est en train de démarrer une activité entrepreneuriale, parce qu'en fait, elle va avoir un seul client qui est l'agence immobilière. Bon, déjà, c'est pas un projet entrepreneurial, ça c'est bon. On peut pas partir en n'ayant pas compris qu'on est en train de s'immatriculer, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est à l'image de notre société, de notre 21e siècle, où les gens vont trop vite, ils zappent, ils surfent et ils captent pas, ils comprennent pas là où ils mettent les pieds, quoi. Donc c'est pas pour dire que l'entrepreneuriat c'est dangereux, c'est pour dire voilà, essayez de comprendre là où vous avancez, quoi. Quand vous démarrez votre voiture, vous savez a priori vous avez votre permis de conduire, quoi. Pour entreprendre c'est pareil, quoi. Donc prenez votre temps, c'est normal. Pour entreprendre, prendre 6, 9 mois ou 12 mois, c'est normal. Mais attention, hein, c'est pas 6, 9, 12 mois où on se regarde le nombril, c'est 6, 9, 12 mois où on se prépare vraiment sérieusement, quoi. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service. Si je suis fidèle à ce que je t'ai dit juste avant, pour faire croître un business, il faut faire croître l'entrepreneur en premier. Tu vois? Parce que si l'entrepreneur, il n'a pas suffisamment grandi dans sa posture, dans ses compétences et qualités, il ira pas très loin dans son business. Donc si je réponds vraiment à ta question, je vais dire, c'est la formation que je me suis offerte pour moi, quoi. Toutes les formations que je me suis offertes pour moi. Et tout le temps que j'ai passé aussi en auto-formation, en lecture, etc. Donc ça va chiffrer en milliers d'euros, hein. Clairement, il y a du très très lourd. J'ai pris beaucoup de temps pour me former sur énormément de choses. Quand on m'a basculé en 2012, entre les formations américaines, entre les lectures, entre les séminaires, les congrès que j'ai enchaînés, c'est une année où j'ai fait que dépenser. Et ensuite, j'ai continué à me former sur des tas de sujets chaque année de manière régulière. Donc, c'est du temps pour moi, pour ça. Après, évidemment, si tu regardes avec, on va dire, une loupe et que tu regardes juste l'entreprise, ma création, et que tu regardes les comptes, tu vas dire, oui, il y a un énorme budget de référencement naturel et de référencement payant. Antonella, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Là où ils en ont envie, je suis partout. Non, sérieusement. Le plus simple, c'est quand même d'aller sur mon site, macreationdentreprise.fr, parce que on y retrouve tout ce dont on a besoin. Et puis après, on peut me suivre, je pense, sur Facebook ou sur LinkedIn, ou sur Viadeo. Un peu partout, quoi. Un peu partout, sur Twitter aussi, j'y suis. De toute façon, on va dire que tout ce que je dis se répond sur tous ces réseaux-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu es sur mon site et que tu as commencé dans un parcours gratuit, je t'écris des choses qui sont confidentielles. C'est-à-dire, je vais t'envoyer des informations que je dis pas sur les réseaux sociaux, quoi. On a une petite conversation entre nous, avec mes abonnés. Excellent. Merci Antonella, à bientôt. Merci à toi. À bientôt et bonne continuation. Merci encore à Antonella pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en elle. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/20, le chiffre 20. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, j'apprécierais grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/iTunes. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur en vous.